Napoléon est plutôt identifié à une figure d'ordre. Or, paradoxalement, sous la monarchie de Juillet, au lendemain des Trois Glorieuses, Napoléon intègre une dimension démocrate, voire subversive au même moment. Alors, la monarchie de Juillet, en quête de racines historiques, accapare la figure napoléonienne, aux Invalides notamment. Il n'empêche qu'il y a des nostalgiques de la Grande Armée, des vétérans dont beaucoup ont sombré dans l'indigence, dans la misère, et des républicains qui vont exploiter et se retrouver dans la mémoire napoléonienne. Alors non plus le Napoléon consulaire, le législateur, le Napoléon souverain, hein, l'époux de Marie-Louise, celui qui logeait avec sa cour aux Tuileries, etc. Mais le Napoléon, en quelque sorte, contestataire, celui qui foudroyait les trônes, qui remodifiait la carte de l'Europe. Et pour ces hommes qui s'opposent à la monarchie de Juillet, en considérant que Louis-Philippe avait trahi toutes les espérances libérales qui avaient été placées sur les barricades en juillet 1830, ce Napoléon, vainqueur de tous les droits de l'Europe, a évidemment une résonance très forte. Et le 5 mai étant une date honorable, une date vouée au recueillement, il était très difficile de réprimer férocement, d'envoyer une charge de cavalerie, d'envoyer la garde nationale, un tir à balles réelles, contre une foule qui prétendait se recueillir au pied de la colonne Vendôme, amener des couronnes d'immortels, des branches des cyprès, etc. Et donc, d'une certaine manière, les opposants au régime de Juillet vont accaparer la date, mais dans une géographie très précise, à Paris, autour de la colonne, pour en faire une date contestataire. Alors, parfois, l'émotion populaire peut être très visible, comme en 1831, en 1832. Parfois, la subversion peut être plus délicate, par des toasts en mémoire du grand nom, des pétitions signées à l'issue de la journée pour rappeler les napoléonides exilés, frappés de loi de proscription. Il est évident que la journée, malgré tout, se teinte d'une tonalité subversive durant toute la monarchie de Juillet. C'est une des raisons pour laquelle le Second Empire ne tient pas à exalter outre mesure la date du 5 mai. Alors il y a d'autres raisons, le rapprochement avec l'Angleterre. Il ne s'agissait pas d'exploiter outre mesure le mythe hellénien, l'épuisement de la sensibilité romantique, les larmes qui étaient très porteuses politiquement sous la monarchie de Juillet paraissent désormais un petit peu des pleurnicheries réservées à la sphère féminine, et également Napoléon III tend à promouvoir une autre image de son oncle, le restaurateur de l'ordre bien évidemment, mais également le fondateur dynastique, celui qui est le dépositaire de la souveraineté à travers la résurrection de la 4e dynastie. C'est la raison pour laquelle le 5 mai, notamment à la fin de l'Empire, est une date plutôt conservée dans la mémoire des vétérans, ce qu'on appelle les débris de l'armée impériale, qui vivent souvent misérablement et qui retrouvent le temps d'une journée en arborant décorations, drapeaux, aigles, sur fond de tambours, un petit peu la gloire passée, une fraternité d'armes, et en même temps c'était l'occasion de rappeler à la nation une certaine ingratitude, un certain oubli. Alors, je retiens du bicentenaire, alors ce n'est pas très original, mais l'avalanche d'expositions, et qui montre que Napoléon vraiment a imprégné nos vies quotidiennes. Que ce soit la monnaie, les palais perdus de Napoléon, Paris, que ce soit Paris, Saint-Cloud, etc. Ces palais perdus qui continuent à s'inscrire dans l'espace, ne serait-ce que par le vide. Donc on voit véritablement la diversité de l'héritage napoléonien au niveau politique, au niveau culturel, dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Et puis même les polémiques, je les ai trouvées très enrichissantes. Je pense à une publication de Sidi Razarezing sur Toussaint Louverture, qui était vraiment considéré comme le Napoléon noir. Et l'auteur fait tout un pendant entre la figure Napoléon et Toussaint Louverture, qui n'était pas une confrontation, qui n'a pas été une confrontation initiale, même si l'aventure se termine mal, mais véritablement l'auteur montre que Toussaint Louverture avait quand même un modèle napoléonien de réunion, de développement économique, et que la rupture avec la France et avec le premier consul n'avait pas été forcément décidée, voulue par Toussaint Louverture. Donc je pense que c'est un nouveau Napoléon, malgré tout, qui a surgi de ce bicentenaire, notamment à travers toutes les confrontations intellectuelles, voire même
grand public sur la place du peuple dans l'Empire napoléonien, la place des colonies dans l'espace napoléonien, la question de l'esclavage, etc. Des questions qui, auparavant, ne étaient mises de côté ou ne mobilisaient pas tellement les historiens. Alors j'ai un Napoléon à moi un petit peu particulier, puisqu'à l'origine, j'ai travaillé sur Louis-Napoléon Bonaparte, sur Napoléon III. Et donc j'ai fait un petit peu comme le saumon, hein. J'ai remonté le cours du temps et je suis passée de Napoléon III à Napoléon Ier, parce que une partie du règne de Napoléon III s'est fait en relation, mais parfois en opposition avec le règne de son oncle, le rapprochement avec l'Angleterre, la guerre de Crimée. Bien évidemment, il y a un parallèle avec la campagne de Russie, la campagne du Mexique, même dont on a dit qu'elle avait, alors elle a été évidemment un échec, mais certains ont pu dire que Napoléon III avait voulu vivre une aventure mexicaine qui était le pendant de l'aventure égyptienne de Napoléon Ier, qui s'était aussi mal terminée. Et donc, j'avais commencé à travailler sur le Second Empire autour de l'histoire de Jules César, hein, qui a été publiée en 1865. Et donc, il y a vraiment ce mythe césarien qui est commun aux deux hommes. Napoléon était fasciné par la figure de Jules César, et on sait que Louis-Napoléon Bonaparte, au moment où il organise le coup d'État, avait intitulé cette opération de police qui finalement a fait couler le sang, l'opération Rubicon. Donc c'est tout à fait intéressant d'exploiter cette filiation entre les deux régimes, qu'on retrouve en permanence à travers la politique parisienne, la politique italienne. Voilà. Donc mon Napoléon à moi est plutôt le Napoléon vu par Napoléon III à travers le mémorial de Sainte-Hélène, mais en même temps un Napoléon très politique, très stratégique, et un petit peu une figure mythique que s'est constitué Napoléon III, l'homme au-dessus des partis, et qui arrive quand même à concrétiser et à rassembler l'ensemble des suffrages de la nation par un outil nouveau, hein, qui est le suffrage universel masculin.